Pour moi, en venant des neurosciences, c'était complètement impossible de penser que les aspects cognitifs et les aspects émotionnels puissent être dissociés. Et donc, je me suis fait comme cheval de bataille de développer ce qui pourrait être la dimension affective de l'apprentissage. À l'époque, c'était « mais qu'est-ce qu'il a de nous parler du cerveau comme ça ?» Et là, qu'est-ce que c'est ça? Un sens délicat. Voilà. Emilien, regarde, je t'aime. Un. Non. Qui? Complète. Un autre? Non. Bon, alors. Avec les travaux de Piaget, on sait bien que tout apprentissage est une déstabilisation cognitive, mais c'est en même temps forcément une déstabilisation affective, le temps qu'une nouvelle représentation soit construite. On passe par la case frustration. Où en es-tu des expansions du nom? Alors la courbe d'apprentissage, je trouve que c'est bien parce que À côté de 4? D'accord. Pourquoi? au moment où on est un peu dans le trou, qu'on se dit oh j'arrive pas et tout, et on sait qu'on n'est pas seul. Donc tu es encore un petit peu dans une phase de déstabilisation. D'accord, mais ça veut dire que tu es déjà remonté du trou. Tu n'es pas dans le trou. Alors dans la formation, on essaye de donner des moyens aux enseignants, un peu comme les pièces d'un puzzle, pour qu'ils puissent mieux s'adapter à la réalité de l'apprentissage des élèves. Quand on est enseignant, on connaît la solution, la plupart du temps. On est obsédé par le fait que l'élève la trouve, cette solution. Et tous ces gens-là qui donnent la solution, qui empêchent donc de passer dans la courbe d'apprentissage, de descendre jusqu'en bas, de marner un peu en bas pour remonter quand il aura compris, ce passage est un passage obligé. Et c'est criminel d'empêcher quelqu'un de passer par là. Donc c'est criminel de lui donner la solution. Et il s'agit donc de renoncer à ce plaisir de donner la solution à quelqu'un. Donc avant un apprentissage, on ne sait pas qu'on ne sait pas, on est en sécurité, tout va bien, et chaque fois qu'on va devoir apprendre, il va falloir traverser une déstabilisation cognitive et affective, mais pour connaître un autre plaisir qui, au fur et à mesure qu'on comprend, ça devient très agréable en motivation d'innovation. Allez, on met la date, 22 mars. Quand je rentre en cours de maths, c'est parce que instinctivement je sais que je sais pas, je sais que ça va me stresser, qu'il y aura des choses que je vais pas y arriver, mais finalement j'y arrive en me détendant et en me disant en ayant confiance en moi-même. Et oui, ça nous aide à se dire que nous aussi, même si on est au fond du trou, on va remonter et puis on va réussir. Parce que, comme le dit la courbe de l'apprentissage, on finira par comprendre. Du coup, voilà. Voilà, et puis ça, vous l'avez pas vu en 5e. Alors que les adjectifs qualificatifs épithètes, vous êtes plutôt là. Donc c'est normal pour l'instant d'être dans une émotion un peu désagréable avec les expansions du nom. Ça a complètement changé ma relation avec les élèves. Il y a vraiment une relation de confiance qui s'est établie. Et maintenant, je ne les vois plus uniquement comme des élèves, mais comme des personnes qui ont des émotions et qui vivent aussi autre chose en dehors des apprentissages. Les neurones qui sont associés au processus cognitif et les neurones qui sont associés à nos ressentis fonctionnent de manière liée, ensemble. À partir de là, tout ce que ressent un élève ou l'enseignant doit être pris en compte. Sinon, si on empêche l'eau de passer, elle cherchera un chemin pour s'écouler et elle risque de démolir plein de choses. Quand c'est des petits contrôles, j'y arrive bien, mais quand c'est des grands contrôles, j'y arrive, mais des fois je stresse et je sens une sorte de boule au ventre. Quand je pars à l'école, je sais pas ce qui va se passer dans la journée, alors je suis un peu stressée encore. Le matin et en classe de mathématiques. Ayez le dos droit et desserrez les poings. Donnons une place à l'émotionnel, à l'empathie, justement pour éviter que l'émotionnel et l'empathie ne prennent toute la place. Puis essayez dans votre tête de créer une bulle
où toutes les distractions et excitations ou colères n'arrivent pas à entrer. Ces exercices leur permettent de se recentrer en fait sur eux-mêmes et ensuite ça leur permet d'être dans de meilleures dispositions en fait pour apprendre. Parce que c'est quand même ça l'objectif, c'est qu'ils puissent être en cours concentrés, présents et réceptifs. Et alors vendredi, donc j'ai dit aux élèves de 4B, voilà ce qui se passe à l'intérieur de vous, au quotidien, quand vous êtes occupés à ce qui se passe à l'extérieur. Et donc là je leur dis, bon ben voilà, à quoi ça sert un stop? Puisque vous faites des stops, qu'est-ce qu'on fait quand on fait un stop? Quand on fait un stop, on pose la bouteille. J'aime bien en faire un, c'est la fleur je crois. Je serre mon poing, je respire, et après j'expire et je le desserre. Et ça j'aime bien, ça me relaxe. Surtout quand je suis énervé parce que je suis quelqu'un de très impulsif. Aussi on parle beaucoup de nous, de l'estime de soi. On apprend vraiment à mieux se connaître en quelque sorte, bien se décrire, aussi savoir ses qualités et savoir ses défauts. Alors vous écrivez avec quelle main? Dans notre éducation, le corps n'a pas trop sa place, hein, on peut le dire, les émotions pas trop non plus. Et donc c'est tout un tas de pratiques qui permettent de remettre l'être humain, les sensations physiques, les émotions au cœur de l'éducation. C'est pas au même endroit, c'est pas grave. C'est pas un outil magique pour faire de la gestion de classe. C'est-à-dire que l'idée, c'est plutôt, j'ai déjà une bonne relation avec mes élèves, j'ai déjà une relation de confiance, alors on va pouvoir travailler ces compétences, ces fameuses compétences psychosociales, c'est-à-dire avoir conscience de soi, avoir de l'empathie pour les autres, savoir communiquer. Moi, je suis contente parce que lundi soir, j'avais mon conseil de classe et j'ai appris ma moyenne générale. Elle était assez haute et j'ai eu des félicitations et voilà, je suis fière de moi. Pour moi, le temps, ça peut être un obstacle au départ quand on est encore en train de découvrir tout ça et qu'on n'a pas trop confiance et que c'est compliqué de bouger ses habitudes. Mais quand on le vit après, c'est un temps qu'on passe, mais après, quel temps on récupère sur la qualité de la relation, sur la qualité de l'écoute? Quand je pose la question, je leur disais à quoi vous voyez que vous avez de l'autorité, ils me disent quand les élèves font ce qu'on leur dit de faire. Ma deuxième question c'était et quand ils ne font pas ce que vous avez dit de faire, qu'est-ce qui se passe pour vous? Réponse unanime, là on est mal. On y est là maintenant. Quelle est la signification du refus de travail? Mais d'abord, sur vous, qu'est-ce que ça vous fait quoi? Ah oui, c'est ça, donc ça me met en colère. Vous le prenez comment quoi? C'est une provocation. Il me provoque, ou alors, s'il n'a pas fait, c'est qu'il a une bonne raison. Oui, c'est ça. Tout le monde a des bonnes raisons, mais pas lui là, pas lui en ce moment. Ouais. C'est mon travail qui fait pas quoi. Oui, on revient toujours à chaque fois, on résiste. Hein. Le boulot, c'est d'arriver à en prendre conscience. Hein. C'est pas normatif hein, en disant oh là c'est bien, c'est pas bien. C'est vrai que moi j'ai tendance quand même à me dire c'est bien ou c'est pas bien, même pour moi. Oui. Mais vous avez eu des mentions quand vous étiez élève? Et oui. C'est plus difficile alors. Notre posture d'éducateur, d'enseignant, ça joue aussi sur les apprentissages des élèves et le fait de les prendre aussi dans toute leur globalité. Les mains sur les cuisses, laisser pencher sa tête. Ce que je remarque, c'est que malgré tout, le climat est peut-être plus serein, plus apaisé. Et même moi, hein, je suis peut-être moins dans les conflits frontaux avec les élèves. Donc il y a moins d'électricité qui peut parfois y avoir dans l'ambiance de classe. Ça donne un plus à la classe. L'ambiance, il est 2 voire 3 fois mieux. Je crois que c'est bien parce que les profs, ils sont beaucoup plus calmes et patients. Et ils font beaucoup de choses pour qu'on soit à l'aise avec cette activité.
Dans votre bulle, vous vous sentez plus calme et détendu et plus libre. Pour moi, le grand point positif de cette formation, c'est que leur relation avec les adultes s'est vraiment améliorée. Et aussi que pour eux, les apprentissages prennent davantage de sens. Pour que les élèves ne se démotivent pas, les enseignants devraient être des alliés qui préparent les élèves pour réussir les contrôles. Maura, tu veux venir toi te positionner? Allez, viens. Et on a le droit de se mettre là, hein. Le contrôle, il n'est pas maintenant. Parfait. Super. Donc quand tout le monde sera dans les émotions agréables, là, on pourra faire le contrôle. Des notes de contrôle, il en faudrait beaucoup moins, des contrôles, il en faudrait beaucoup moins, pour au contraire que le temps passé à l'école soit un temps où les élèves puissent justement rentrer dans la déstabilisation affective et cognitive. Quel est le genre de jupe? Masculin ou féminin? Une jupe. Bon, alors corrige ton erreur. La bienveillance, c'est pas laisser tout passer, c'est faire comprendre aux élèves qu'on est leur allié pour les apprentissages, mais en échange, eux, ils essaient de tout mettre en place pour faire des efforts et se lancer dans les apprentissages. Très bien. Allez, vas-y, Raphaël, pour organiser. L'autorité réelle, c'est celle que réclament les jeunes qui demandent aux adultes d'être des adultes porteurs d'autorité, c'est-à-dire qui nous donnent des limites, qui nous donnent le cadre à l'intérieur desquels les élèves vont pouvoir librement expérimenter. Et levez la main tous ceux qui sont dans le flou. On a un postulat que nous invitons les enseignants à utiliser, c'est le postulat de cohérence, pour dire que tout le monde a des bonnes raisons de penser ce qu'il pense, de dire ce qu'il dit, de faire ce qu'il fait, et surtout de ressentir ce qu'il ressent. Là. Donc il s'agit de rechercher très finement pour vous comment vous réagissez. Donc le postulat de cohérence, dès le départ, j'ai des bonnes raisons d'être en colère, j'ai des bonnes raisons d'être triste. Voilà, si vous les laissez prendre le pas sur vous, c'est quelque chose qui à la limite peut rendre malade. Le postulat de cohérence prépare à l'empathie. Tiens, je suis très en colère contre tel élève, je dois avoir des bonnes raisons, et ça invite à prendre du recul, c'est à réfléchir sur soi. Ça, c'est pour les enseignants. Et les élèves, si tu cries comme ça, si tu fais comme ça, si tu n'écoutes plus en ce moment, c'est que tu dois avoir des bonnes raisons. À partir de là, il n'y a plus d'interdit sur ce qu'on ressent. L'interdit va être sur les comportements. Certains comportements sont acceptables et d'autres pas. Je pense à un élève une fois qui m'a dit, mais de toute manière, moi, si vous n'êtes pas derrière moi à me dire ce qu'il faut, enfin tout ce que je dois faire, quand je dois le faire, etc., bah, de toute manière, je le ferai pas. Parce que, enfin voilà, j'imagine qu'on a dû lui dire que bah, il était nul, qu'il n'y arriverait jamais, qu'il avait besoin de quelqu'un pour le faire à sa place, quoi. Et du coup, on lui répond quoi? Parce que c'est pas, j'ai l'impression que il faut pas que je le maintienne dans ce système-là, et pourtant il a l'air d'en avoir besoin. Alors bah, il dit qu'il en a besoin. Alors vous pouvez lui dire, si tu dis que tu en as besoin, c'est que tu dois avoir des bonnes raisons. Maintenant, est-ce que tu as conscience que je ne pourrais pas faire ça tout le temps? Quand l'enfant ou le jeune ou l'ado a vraiment la sensation d'exister en tant qu'être humain, de pouvoir être entendu, y compris dans son désaccord, dans ce qu'il n'a pas envie de faire, etc., ben une fois que c'est déposé, ça ne marche pas à 100% et on ne fait pas pour ça, mais en tout cas, il y a plus de chances qu'après, il y a un peu plus de place pour et au fait, et apprendre, et être curieux, et avoir envie. Ce poème, vous ne l'avez pas dans votre manuel, je l'ai imprimé et on va vous le distribuer. Alors, il y a une activité qui est mise en place systématiquement depuis à peu près un mois, c'est le carnet de bord. C'est une petite feuille sur laquelle les élèves écrivent leur état d'esprit. Alors, vous savez que vous pouvez compléter votre carnet de bord à n'importe quel moment du cours. Qu'est-ce qu'on essaie de ne pas utiliser comme mot quand on parle de son ressenti sur la séance? Hamza? Normal. Voilà, on ne dit pas je me sens normal et bien. On essaie de préciser. Donc si on veut dire je me sens bien, on a plein de mots là qu'on peut utiliser. Le carnet de bord, alors déjà j'aime beaucoup parce qu'on peut échanger avec le prof
comme ça sans que personne d'autre soit au courant. Et les profs, en fait, ils jouent le jeu et tout, et on a vraiment l'impression d'être proche d'eux. Allez-y, si vous voulez déjà commencer à remplir. Ça m'a vraiment permis de mettre en place une relation personnelle avec les élèves, surtout avec des adolescents qui ont parfois un petit peu du mal à verbaliser, à s'exprimer. Certains osent me dire des choses. En se sentant accepté, la motivation de sécurisation est activée. Et en se sentant en sécurité, on a envie d'explorer. Donc on ouvre la porte à la motivation d'innovation. Vous voulez faire un tour comme ça pour voir un peu... Ok, est-ce que quelqu'un a envie de commencer? Avec eux, on a travaillé sur la motivation. Qu'est-ce qui peut me motiver à apprendre? Est-ce que je suis juste en motivation externe et donc ce sont la pression des profs, des parents et la fameuse note qui me motivent? Ou est-ce que c'est la motivation interne, à savoir le plaisir que je vais prendre à découvrir et à éprouver de la fierté lorsque, ça y est, maintenant je sais que je sais. Aristophane, 3 siècles avant Jésus-Christ, disait déjà que enseigner, c'était pas remplir un vase. Et il rajoutait, c'était allumer un feu. Le désir de comprendre s'accompagne d'un plaisir, et c'est un plaisir qui va relancer le désir de comprendre. C'est-à-dire il y a quelque chose de l'ordre de l'incendie qui s'installe. Un petit exercice facile pour se sentir un peu en confiance. Et je trouverais important que plutôt que les élèves regardent leur montre pour savoir quand est-ce que le cours finit, ils se disent « Ah bon, c'est déjà fini ?» et qu'ils réfléchissent ensuite à ce qu'ils ont vu à l'école et qu'il y a vraiment des feux qui soient allumés.